Durant l'été 1974, en Allemagne de l'Ouest, l'équipe nationale polonaise a fait vibrer les supporters du monde entier, écrivant un conte de fées moderne lors de la Coupe du Monde. À l'époque où le football total néerlandais déferlait sur la planète, les Aigles Blancs, entraînés par Kazimierz Górski, ont introduit un style de jeu offensif, rapide et spontané, baptisé Football Totalny. Composée d'une génération de joueurs exceptionnellement talentueux, elle a vaincu des géants comme l'Argentine et l'Italie, et notamment remporté une victoire 1-0 contre le Brésil lors du match pour la 3e place, décrochant ainsi la précieuse médaille de bronze. Au-delà du succès, son style de jeu engagé est resté gravé dans la mémoire de toute une génération de passionnés de football. Mais derrière ces moments de gloire sur le terrain, se cachent des individus au destin bien différent. 50 ans ont passé, et le temps cruel a laissé des traces indélébiles sur leur vie. Certains continuent de gravir les échelons du football comme entraîneurs. D'autres choisissent une vie recluse. D'autres encore sont emportés par le tourbillon de la célébrité et de la fortune. Et certains ont dû interrompre leur parcours dans une tragédie douloureuse. Revenons sur les hauts et les bas des joueurs qui ont incarné l'âme de cette génération dorée du football polonais. Kazimierz Dejna était le général du milieu de terrain polonais, réputé pour son intelligence et son talent. Meneur de jeu et capitaine du Legia Varsovie. Pourtant, le numéro 12, il devint le cerveau et le cœur de l'équipe à seulement 26 ans. Calme, doté d'une vision du jeu exceptionnelle et capable de contrôler le tempo comme un chef d'orchestre, Dejna s'illustra par ses frappes lointaines d'une précision chirurgicale et ses passes millimétrées. En 1974, il termina 3e du Ballon d'Or, ex aequo avec Johan Cruyff et Franz Beckenbauer, confirmant ainsi son statut de légende sur la scène internationale. Après la Coupe du Monde, la carrière de Dejna a connu un tournant difficile. La réglementation en vigueur à l'époque lui interdisait de jouer à l'étranger avant l'âge de 30 ans, le privant ainsi de l'opportunité de rejoindre le Real Madrid ou l'AC Milan, à Manchester City. Les blessures l'ont empêché de briller. Finalement, il a retrouvé le plaisir de jouer aux États-Unis avec les San Diego Sockers, devenant une star de futsal. En dehors des terrains, Dejna était un artiste généreux mais naïf. Il a joué dans « À nous la victoire » avec Pelé et Sylvester Stallone, mais a perdu tous ses biens au profit d'un manager malhonnête. À la fin de sa vie, il a vécu seul à l'étranger, confronté à des difficultés financières et au mal du pays. La solitude de Dejna sur le terrain reflétait sa personnalité en dehors. Un génie en avance sur son temps, mais perdu dans les réalités. Ce parcours s'acheva tragiquement dans la nuit du 1er septembre 1989 à San Diego, lorsqu'il trouva la mort à l'âge de 41 ans dans un accident de voiture. Ce Disparition Boulevard sur la Pologne. Des années plus tard, ses cendres furent rapatriées à Varsovie, où ses fans lui rendirent hommage. Grzegorz Lato, une véritable ouragan sur l'aile droite, capable d'accélérer et de terrasser ses adversaires en une seule course. Ailier droit. Pourtant, le numéro 6 est âgé de seulement 24 ans à l'époque. Lato évoluait au Stal Mielec et devint le cauchemar de toutes les défenses. Si Dejna était le cerveau de la Pologne, Lato en était les jambes fuselées, jouant avec une vitesse fulgurante et un instinct de buteur hors du commun. Son titre de meilleur buteur de la Coupe du Monde, 1974, avec 7 buts, en disait long. Parmi eux, son accélération depuis le milieu de terrain, qui lui permit de semer les défenseurs brésiliens pour inscrire le but décisif lors du match pour la 3e place, illustrait à merveille son sang-froid, sa vivacité et son talent de tueur. Contrairement à la fin tragique de Dejna, Lato a connu une reconversion professionnelle marquante et controversée. Après avoir pris sa retraite sportive au Mexique et au Canada, il est retourné en Pologne et s'est lancé en politique. Il a été sénateur et a été élu président de la Fédération polonaise de football PZPN. Cependant, le pouvoir était le lieu idéal pour ternir l'image de l'ancien héros. La présidence de Lato fut entachée d'allégations de corruption, d'autoritarisme et de décisions contraires aux souhaits des supporters. Il devint la cible des critiques, oui, dans les tribunes, là où son nom résonnait autrefois. Le contraste entre Lato le joueur et Lato l'homme politique est un grand paradoxe. Sur le terrain, il procure une joie pure par son dévouement. Mais lorsqu'il pénètre dans le froid bureau du pouvoir, sa simplicité disparaît, remplacée par l'image d'un bureaucrate.
Aujourd'hui, à 74 ans, Grzegorz Lato a pris sa retraite et mène une vie plus paisible après les turbulences politiques. Bien que la controverse autour de son rôle d'entraîneur persiste, l'histoire retiendra toujours l'image de cet homme chauve à la course fulgurante en 1974. Il demeure à ce jour le seul meilleur buteur de l'histoire du football polonais en Coupe du Monde, un exploit incontestable. Robert Gadocha, le magicien de l'aile gauche, qui transformait chaque geste en un spectacle envoûtant. Ailier gauche numéro 18. À 28 ans, au sommet de sa carrière, Gadocha évoluait au Legia Varsovie et fut rapidement considéré par les experts comme le meilleur ailier gauche du tournoi cette année-là. Ses dribbles, d'une fluidité incroyable, et ses centres précis offraient une source inépuisable d'occasions à l'attaque polonaise. Gadocha était un joueur discret mais redoutable, capable de faire la différence sans que ses adversaires ne s'en rendent compte avant qu'il ne soit trop tard. La vie de Gadocha après le tournoi est une histoire empreinte de mystère et de scandale. Il fut l'un des premiers joueurs à quitter la Pologne pour la France, Nantes, puis les États-Unis. Cependant, sa réputation est entachée par un soupçon historique. La rumeur court qu'à la Coupe du Monde, 1974, l'équipe argentine lui aurait remis une somme de 18 $ pour encourager la Pologne à battre l'Italie. Gadocha est accusé d'avoir gardé l'argent sans le partager avec ses coéquipiers. À cause de cette rumeur, les relations entre lui et ses anciens coéquipiers se sont quasiment rompues. Gadocha a choisi de disparaître. Il s'est installé en Floride, aux États-Unis, et a coupé tout contact avec le football polonais pendant des décennies. Sur le terrain, Gadocha était célèbre pour ses changements de direction imprévisibles qui désorientaient les défenseurs. En dehors des terrains, il a opéré un virage similaire à celui qu'il avait connu par le passé, fuyant les médias et choisissant une vie recluse. Il était le plus grand mystère de la génération dorée. Aujourd'hui, à la fin de sa vie, Robert Gadocha vit toujours paisiblement à Sarasota, aux États-Unis. Il accorde rarement des interviews et n'assiste presque jamais aux réunions d'anciens élèves. L'histoire de son talent exceptionnel soulève désormais des questions sans réponse sur sa personnalité et sa solitude choisie. Jan Tomaszewski arrive à la Coupe du Monde 1974 avec le surnom ironique de « clown aux gants » donné par la presse britannique. Mais il transforma ce ridicule en respect. Tomaszewski entra dans l'histoire en devenant le premier gardien de but à arrêter 2 penalties lors d'une même Coupe du Monde, dont celui d'Uli Hoeneß contre l'Allemagne de l'Ouest. Avec son style atypique pour capter le ballon et ses réflexes exceptionnels, il était le Spider-Man, qui fit trembler plus d'un attaquant de haut niveau. Après avoir raccroché les gants, Tomaszewski n'a pas choisi la paix. Il est devenu l'un des commentateurs et consultants footballistiques les plus francs de Pologne. Réputé pour son franc-parler, il n'hésitait pas à critiquer sévèrement l'équipe nationale, la fédération et même ses anciens coéquipiers en cas d'erreur. Il s'est même lancé en politique et est devenu député, où il a conservé son style direct et incisif. Le rôle de gardien de but, un attaquant solitaire face à toute l'équipe adverse, était indissociable de sa personnalité. Tomaszewski était toujours un homme contre le monde, que ce soit dans les cages ou à la télévision. Il n'avait pas peur d'être détesté, du moment qu'il pouvait dire la vérité à sa manière. Aujourd'hui encore, Jan Tomaszewski est un visage familier des médias polonais. Malgré son âge, son enthousiasme et son caractère bien trempé sont restés intacts. Il prouve qu'un héros n'a pas forcément besoin d'être gentil, mais doit assurément avoir une forte personnalité. Henryk Kasperczak, le guerrier silencieux du milieu de terrain, l'homme qui pose les fondations du système offensif polonais, milieu défensif, portant le numéro 13 et âgé de 27 ans à l'époque. Kasperczak évoluait au Stal Mielec et jouait le rôle de travailleur infatigable au sein du dispositif tactique. Si Dana est l'artiste qui inspire, Kasperczak est le poumon infatigable, réparant avec diligence tous les dangers au milieu. Sa ténacité, sa discipline et ses tacles précis ont constitué une base solide permettant aux stars de l'attaque de briller. Ce qui est le plus fascinant chez Kasperczak, c'est sa brillante carrière d'entraîneur. Il n'a pas choisi le faste de l'Europe, mais s'est aventuré sur le continent africain. Kasperczak est devenu une légende en menant des équipes comme la Tunisie, le Mali, le Sénégal et la Côte d'Ivoire à la CAN et à la Coupe du Monde. Les Africains le surnommaient respectueusement le magicien blanc. Sa vie a été une succession de voyages incessants, une formidable capacité d'adaptation culturelle et une soif d'explorer de nouveaux horizons.
Sur le terrain, il se dévoue sans relâche à ses coéquipiers. Dans sa carrière d'entraîneur, il demeure un pédagogue dévoué, formant de jeunes talents africains pour qu'ils rayonnent à l'international. Kasperczak incarnait le travail acharné et la vision internationale. Aujourd'hui, Henryk Kasperczak profite de sa retraite après avoir parcouru le monde. Respecté en Pologne comme en Afrique, il est considéré comme un ambassadeur du football ayant diffusé la philosophie du football d'Europe de l'Est au-delà des frontières. Antoni Szymanowski, un mur d'acier rapide sur le flanc droit, qui dissuadait tous ses adversaires de pénétrer dans sa surface. Arrière droit portant le numéro 4 et âgé de seulement 23 ans à l'époque. Szymanowski évoluait au Wisła Cracovie, mais il accéda rapidement au niveau international. En 1974, il était considéré comme l'un des meilleurs arrières droits de la planète grâce à son agilité, sa puissance et surtout son jeu offensif, digne d'un piston moderne. Durant tout le tournoi, il disputa les 7 matchs sans quitter le terrain une seule minute, contribuant grandement à la solidité de la défense polonaise. Contrairement à sa brillante carrière, la vie personnelle de Szymanowski fut marquée par des épreuves et des tragédies familiales qu'il évoquait rarement. Légende du Wisła Cracovie, son talent est pourtant souvent sous-estimé. Après sa retraite, il mena une vie plutôt discrète, travaillant comme entraîneur de jeunes, mais se tenant toujours à l'écart des projecteurs. Il connut des périodes de difficultés financières et d'indifférence publique. Szymanowski est un véritable héros discret. Sur le terrain, il court sans cesse sur l'aile. En dehors du terrain, il endure également en silence les épreuves de la vie sans se plaindre. Aujourd'hui, Antoni Szymanowski mène une vie simple à Cracovie. Bien qu'il soit rarement mentionné dans la presse comme Lato ou Tomaszewski, il reste, aux yeux des experts, le meilleur latéral de l'histoire du football polonais. Un niveau d'excellence que personne n'a pu égaler. Andrzej Szarmach, le démon de l'attaque polonaise, qui a foulé les pelouses avec sa longue chevelure rebelle et un style de jeu qui a véritablement terrorisé ses adversaires. Attaquant numéro 17. Âge de seulement 23 ans à l'époque, Szarmach évoluait au Górnik Zabrze, mais il est rapidement devenu la révélation du tournoi, passé de remplaçant à titulaire. Il a inscrit 5 buts, seulement de moins que Lato, grâce à son jeu de tête exceptionnel et à son audace dans la surface de réparation. Son style féroce, tenace et son esprit intrépide ont fait de Szarmach la terreur de toutes les défenses. Après la Coupe du Monde, Szarmach connut une brillante carrière en France à Auxerre. Il y devint une légende, avec près de 100 buts à son actif. Fut choyé par le célèbre entraîneur Guy Roux et fut le mentor d'Éric Cantona. Szarmach mena une vie de gentleman. Courtois, calme et professionnel. Aujourd'hui, Andrzej Szarmach vit reclus en France, souffrant de problèmes de santé. Il apparaît rarement en public. Pourtant, dès qu'on évoque le « Diable » de 1974, les fans se souviennent encore d'un tueur au visage angélique et aux frappes de tête dévastatrices. Adam Muszał, le serpent du flanc gauche, toujours prêt à se jeter dans la mêlée, avec une détermination sans faille. Arrière gauche numéro 9, âge de 25 ans à l'époque. Muszał évoluait au Wisła Cracovie et incarnait la combativité. Il est notamment resté célèbre pour son carton rouge lors de la bataille d'eau contre l'Allemagne de l'Ouest en demi-finale. Un moment qui a révélé une passion parfois excessive. Néanmoins, Muszał a toujours été perçu comme un défenseur intraitable, prêt à tout pour protéger les cages polonaises. Dans la vie, Muszał était le bout-en-train de l'équipe, toujours prêt à faire rire ses coéquipiers. Après sa retraite, il est devenu un entraîneur dévoué et un gestionnaire de stade. Sa vie s'est déroulée dans l'affection de ses amis et collègues, grâce à son caractère franc, direct et chaleureux. Mais ses rires ont cessé. En novembre 2020, Adam Muszał s'est éteint à l'âge de 71 ans. Sa disparition a laissé un grand vide au sein de la génération dorée, comme la perte d'un frère. Il est parti, important avec lui le souvenir de tacles enflammés et d'une jeunesse glorieuse. Jerzy Gorgon, le mur blanc géant devant le but polonais, dont la simple présence suffisait à faire trembler n'importe quel attaquant. Défenseur central portant le numéro 5 et âgé de seulement 24 ans à l'époque.
Gorgoń évoluait au Górnik Zabrze, mais était déjà un joueur de classe mondiale. Du haut de ses 1,92 m, une taille presque extraordinaire en 1974. Il était surnommé le géant de la défense. Pendant 7 matchs, Gorgoń n'a pas quitté le terrain une seule minute, devenant le roi des duels aériens et le rempart infranchissable devant le but de Tomaszewski. Non seulement il excellait en défense, mais il possédait également des frappes puissantes de loin qui semaient la terreur dans toutes les défenses adverses. La présence de Gorgoń inspirait un sentiment de sécurité absolue à toute l'équipe. Loin des acclamations de la Coupe du Monde, la vie de Gorgoń prit un tournant extrêmement discret. Après être devenu une légende avec le Górnik Zabrze, il s'installa en Suisse pour jouer à Saint-Gall en 1980. La tranquillité de la Suisse semblait si bien correspondre à sa personnalité qu'il décida de s'y établir après sa retraite. Gorgoń se retira complètement du monde du football polonais. Il refusa la quasi-totalité des demandes d'interview, ne participa à aucune émission de télé-réalité et ne commenta aucun match comme ses coéquipiers. Il travailla pour une société commerciale, puis entraîna des équipes de jeunes amateurs et travailla même dans une académie sportive, menant une vie de citoyen suisse ordinaire. Pendant un temps, les supporters polonais le perdirent presque de vue, comme si le géant s'était volatilisé dans les brumes des Alpes. Il existe une ressemblance frappante entre Gorgoń sur le terrain et en dehors. Sur le terrain, il utilise son physique imposant pour protéger le but de tout danger. Dans la vie, il érige un mur invisible et tout aussi solide pour préserver sa vie privée et celle de sa famille des regards indiscrets des médias. C'est un géant silencieux, aussi bien sur le terrain que dans la vie. Aujourd'hui, 70 ans, Jerzy Gorgoń coule des jours paisibles en Suisse. S'il a choisi d'oublier la gloire, les supporters polonais, eux, ne l'ont jamais oublié. L'image de ce grand défenseur central blond, tel un phare dans la tempête de la Coupe du Monde, 1974, reste l'idéal intemporel de tous les défenseurs polonais qui lui ont succédé. Władysław Żmuda. Ce jeune défenseur central au visage d'écolier et à l'esprit d'acier a stupéfié le monde lors de la Coupe du Monde 1974. Évoluant au poste de défenseur central. Pourtant, le numéro 9 et âgé de seulement 20 ans à l'époque, Żmuda jouait pour le Guardia Varsovie, mais affichait une maturité impressionnante. Aux côtés du géant Gorgoń, il a disputé l'intégralité des 630 minutes du tournoi sans commettre la moindre erreur. Son jeu intelligent, sa capacité à anticiper les situations avec une rapidité fulgurante, et ses interceptions précises ont fait de Żmuda le complément idéal à la puissance de Gorgoń. Bien que ce titre n'ait pas été officiellement décerné par la FIFA à l'époque, il a été honoré du titre de meilleur jeune joueur du tournoi, une reconnaissance incontestable de son talent et de sa maturité exceptionnelle. La carrière de Żmuda après 1974 fut incroyablement longue. Il établit un record sans précédent. Il participa à 4 Coupes du Monde, 1974. 1978, 1982, 1986 et disputa 21 matchs dans cette compétition, un nombre dont rêvent de même les plus grandes stars mondiales. Il évolua en Italie avec l'Hellas Vérone, puis à Cremonese, avant de rejoindre les États-Unis avec le New York Cosmos. Cependant, sa carrière fut également marquée par de graves blessures au genou, conséquence d'une pratique à un niveau aussi élevé dès son plus jeune âge. Après avoir raccroché ses crampons, Żmuda devint entraîneur, dirigeant les équipes de jeunes de Pologne et officiant comme adjoint de l'équipe nationale. Pédagogue dévoué, il était discret mais autoritaire. Le calme était le fil conducteur de la vie de Żmuda. Sur le terrain, il ne paniquait jamais, que l'adversaire soit le Brésil ou l'Allemagne de l'Ouest. En dehors du terrain, il affrontait les hauts et les bas, les blessures et la pression de l'entraîneur avec une sérénité et une constance remarquables. Il incarnait la stabilité et la fiabilité. Aujourd'hui, Władysław Żmuda restait impliqué dans le football en tant que conseiller et membre actif de l'Association des anciens joueurs, figure respectée du football. Son héritage ne se limite pas à ses titres, mais repose également sur son professionnalisme et sa loyauté exemplaire au service de son pays pendant plus de 20 ans. Zygmunt Maszczyk, le leader inébranlable du milieu de terrain polonais, l'artisan de la parfaite harmonie de la campagne de 1974.
posté en milieu axial, arborant le numéro 11 et à 29 ans, le plus âgé du 11 de départ, Maschuk évoluait au Ruch Chorzów dans le rôle d'un infatigable libéro. Il parcourait le terrain, se battant avec acharnement pour récupérer le ballon et créant des espaces pour les attaquants. Guerrier discret, Maschuk assumait toujours les tâches les plus ardues, rarement mises en lumière par les caméras, mais pourtant essentielles à l'équilibre de l'équipe. Maschuk est un symbole de la Silésie, terre des mineurs industrieux de Pologne. Après la Coupe du Monde, il a continué à briller au Ruch Chorzów, remportant de nombreux championnats nationaux avant de rejoindre la France pour y disputer les dernières années de sa carrière. La vie de Maschuk en coulisses était tout à fait particulière. Après sa retraite, il s'installa avec sa famille en Allemagne. Là-bas, il choisit une vie à 1000 lieues du football de haut niveau. Il mena une vie simple, comme un ouvrier ordinaire. Malgré quelques problèmes de santé à un âge avancé, il conserve toujours l'optimisme d'un vieux routier. La philosophie du « sacrifice pour le collectif » imprègne la vie de Maschuk. Sur le terrain, il se dévoue pour les autres. En dehors, il accepte de quitter sa terre natale et travaille sans relâche pour assurer l'avenir de sa famille. Il ne recherche pas la gloire personnelle. Sa joie réside dans la stabilité de ses proches. Zygmunt Maschuk coule aujourd'hui des jours heureux en Allemagne. Bien qu'il apparaisse rarement dans les médias polonais, ses anciens coéquipiers lui témoignent un respect particulier dès que la génération de 1974 est évoquée. Ils le surnomment le poumon de l'équipe, celui qui a su la soutenir dans les moments les plus difficiles. Lesław Ćmikiewicz, un atout stratégique précieux, toujours présent au bon moment pour faire basculer le match, selon les souhaits de l'entraîneur Kazimierz Górski. Milieu défensif portant le numéro 14 et âgé de 25 ans à l'époque, Ćmikiewicz évoluait au Legia Varsovie, mais était rarement titularisé, malgré 6 apparitions en équipe nationale. Son importance était pourtant indéniable. Dès que la Pologne avait besoin de renforcer son milieu de terrain, de préserver le score ou d'accroître sa solidité face à des adversaires redoutables, le nom de Ćmikiewicz était systématiquement le premier. Il entrait sur le terrain non pas pour briller, mais pour perturber le rythme adverse, déstabilisant le jeu de l'adversaire par son intelligence et son excellente lecture du jeu. Contrairement à nombre de ses coéquipiers qui ont choisi de rester discrets, Ćmikiewicz, après sa retraite, est devenu l'un des représentants les plus actifs de la génération dorée. Il s'est pleinement investi dans sa carrière d'entraîneur, d'abord comme assistant de son ancien professeur Górski, puis à la tête de l'équipe olympique polonaise. Outre ses compétences professionnelles, Ćmikiewicz est un orateur éloquent et un esprit vif. Il apparaît régulièrement dans les médias, participe à des activités sociales et veille à la mémoire collective de l'équipe. Il est celui qui maintient le lien entre les membres restants, organise des réunions, et se fait toujours un plaisir de transmettre l'histoire aux jeunes générations. Sur le terrain, il est celui qui veille au bon déroulement du jeu. En dehors, il incarne les valeurs historiques. Son rôle de remplaçant s'est mué en celui de représentant officiel, d'ambassadeur dévoué du football polonais. Aujourd'hui, Lesław Ćmikiewicz, à un âge avancé, reste profondément impliqué dans le monde du football, véritable encyclopédie vivante. Il est un témoin passionné de l'histoire. Pour lui, la Coupe du Monde de 1974 n'est pas seulement un souvenir du passé, mais une source inépuisable d'enseignement et d'inspiration qu'il se doit de transmettre à jamais. Jan Domarski, Héros de Wembley, symbole de l'esprit qui a qualifié la Pologne pour la Coupe du Monde 1974 grâce à un but historique qui a fait pleurer tout le pays. Attaquant numéro 10. À 27 ans, Domarski évoluait au Stal Mielec et abordait le tournoi auréolé d'une aura particulière. Cependant, lors des phases finales, l'éclosion du jeune talent Andrzej Charmak le contraignit à accepter un rôle de remplaçant. Mais Domarski ne laissa jamais transparaître sa déception. Ne disputant que 3 matchs pour un total de 122 minutes, il entrait toujours sur le terrain avec un enthousiasme débordant, formant un mur, Corinth, créant des espaces pour permettre à Lato ou Sarmak de briller. Domarski est un exemple vivant de professionnalisme, de sacrifice et de fidélité au drapeau.
La carrière de Domarski en club est liée à l'âge d'or du Stal Mielec, où il forma un duo redoutable avec son coéquipier Grzegorz Lato, contribuant à 2 titres de champion de Pologne pour le club provincial. Il joua ensuite en France, à Nîmes Olympique et aux États-Unis. À l'opposé de la gloire de son but à Wembley, la vie personnelle de Domarski était d'une grande simplicité, calme, réservé et humble. Il était difficile d'imaginer que c'était lui qui avait jadis fait pleurer toute l'Angleterre. Après sa retraite, il retourna dans sa ville natale de Rzeszów et entraîna des équipes locales et régionales. Loin du tumulte médiatique, il vivait heureux dans son rôle de grand-père et de père. Domarski incarne à la perfection l'expression « se connaître soi-même » et connaître son adversaire. Sur le terrain, il sait se mettre en retrait et laisser briller ses coéquipiers quand il le faut. Dans la vie, il ne se repose jamais sur ses lauriers. Pour lui, le but marqué à Wembley reste un souvenir précieux, mais pas un motif de traitement de faveur. C'est un véritable héros populaire. Aujourd'hui, à 80 ans, Jan Domarski coule des jours paisibles et sains à Rzeszów. Souvent invité à des commémorations, il reste pourtant très discret sur sa propre personne. Véritable symbole vivant. Il nous rappelle que celui qui a le plus œuvré n'est pas forcément celui qui a le plus longtemps bénéficié de la notoriété.